Bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale en français de nos séries de webinaires dans le cadre de l'initiative de WASH dans les établissements de santé. Mon nom est Benito De Isara, coordonnateur de recherche à Zamila Santé Partners in Health en Haïti. Ces séries de webinaires font partie d'une plateforme d'apprentissage orientée vers l'action qui cherche à connecter, partager et agir. Nous connectons les expertises et expériences de nos partenaires et collègues aux membres de la communauté WASH et santé qui sont intéressés à passer à l'action en matière de WASH dans les établissements de santé. Nous fournissons une plateforme à cette communauté pour partager les expériences, les idées et les meilleures pratiques et nous encourageons les individus et groupes à prendre des actions spécifiques pour implémenter des interventions durables qui améliorent les conditions WASH dans les établissements de santé. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous nos collègues de Waterhead et Terre des Hommes qui vont nous entretenir sur le thème « Les principes fondamentaux de l'EA au assainissement et hygiène dans les établissements de soins de santé, réflexion sur le système et sur l'analyse de situation ». Avec nous aussi des membres de l'équipe d'apprentissage WASH dans les établissements de santé de Emory University. Je veux parler évidemment de Joanne McGriff, Lindsay Denis et Cassandra Savino. Maintenant, nous invitons les participants à commencer à se présenter en localisant la boîte de discussion, aller à la liste déroulante au niveau du menu et choisir All Panelists and Attendees et tapez votre nom et le nom de votre organisation dans la boîte de discussion. C'est-à-dire que je vais réviser quelques notes additionnelles concernant la structure de la plateforme. Je voudrais profiter de cet instant pour vous présenter la structure de nos séries de webinaires. Chaque webinaire présente un sujet d'expertise sur le WASH dans les établissements de santé pendant environ 25 minutes, suivi d'une discussion encadrée de 30 minutes. Pour cette édition spéciale en français, nous allons compter pas moins d'une heure et quart. Nous aurons deux présentateurs qui vont présenter pendant 20 minutes chacun avant de passer à la partie discussion. Rappelez-vous aussi que vous et vos collègues, vous avez accès aux enregistrements, les présentations PowerPoint, des matériels d'apprentissage, résumés et documents d'action à travers notre site web winhcfaction.org, comme c'est affiché ici sur votre écran. Rappelez-vous, si vous avez des questions et suggestions, vous pouvez nous écrire à travers notre adresse email qui est affichée sur l'écran ici. Et nous sommes aussi sur Twitter. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à travers la page WinHCF-Action. Je vais maintenant fournir quelques rappels additionnels et je vais faire quelques mises à jour récentes, après quoi je vais introduire les présentateurs pour aujourd'hui. Les sujets de nos webinaires et les présentateurs sont sélectionnés sur la base de nos 4 principes directeurs. Premièrement, le WASH est un prérequis essentiel pour la qualité des soins au sein d'un établissement de santé. Deuxièmement, on ne saurait avoir un contrôle et la prévention d'infections efficaces sans le WASH dans les établissements de santé. Troisièmement, la durabilité doit être insérée dans chaque projet de WASH dans les établissements de santé dès le début et peu importe l'envergure du projet. Quatrièmement, le WASH dans les établissements de santé n'adresse pas seulement les problèmes au niveau de l'établissement de santé individuellement. Les systèmes multiples, les secteurs et les partenaires doivent travailler en synergie pour atteindre des améliorations durables. Je voudrais aussi fournir quelques informations de base sur la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur le WASH dans les établissements de santé. L'objectif de développement millénaire numéro 3 est en rapport à santé et bien-être et objectif numéro 6, eau et assainissement, exige que WASH dans les établissements de santé soit atteint. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a l'habitude de lancer la décennie de l'action en matière de l'eau, en appelant à l'action en ce qui concerne le WASH dans les établissements de santé. Finalement, je voudrais
donner quelques mises à jour sur le WASH dans les établissements de santé. Il y a le rapport GMP, Joint Monitoring Program, qui a été publié le mois dernier. OPS et OMS, UNICEF ont aussi publié un guide d'action pratique et ont relancé le site web washinacf.org. L'Assemblée de santé de OPS-OMS va se tenir ce mois même et on attend à ce qu'une résolution sur le WASH dans les établissements de santé soit votée par les États membres. Encore bienvenue à cette édition spéciale de WASH dans les établissements de santé intitulée « Les principes fondamentaux de l'EA au assainissement et hygiène dans les établissements de santé, réflexion sur le système et sur l'analyse de situation ». Nos présentateurs sont Mamadou Diarafa Diallo de Waterhead Mali et Mohamed Mustafa Sarr de Terre des Hommes. Et sans faire attendre, nous allons débuter avec la présentation de Mamadou. Mamadou, vous avez la parole. Mamadou, vous pouvez... Allô? Oui, oui, j'étais sur mute, donc voilà. Merci encore Benito pour cette présentation. Donc, comme Benito l'a dit, moi, je vais donc très rapidement parler du fait que l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé n'est plus une question de fourniture de services, mais une question d'amélioration des systèmes de santé. Donc, c'est ça qui est contenu dans le titre, de la fourniture des services à l'amélioration des systèmes de santé. Je vais rapidement souligner quelques éléments de contexte par rapport au thème, le système de santé, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique d'amener l'eau, l'hygiène et l'assainissement et quel lien avec le renforcement des systèmes de santé. Dans un deuxième point, je fais un retour d'expérience par rapport à ce que nous avons fait au Mali depuis 4 ans, ce que nous faisons, nos interventions. Et puis, je vais terminer avec quelques perspectives et quelques remarques pour ce que j'appelle la transition de ces premières générations de WASH dans les établissements de soins à ce que j'appelle le WASH dans les établissements de santé version 2.0. Donc, très rapidement, quelques éléments de contexte. C'est d'abord de préciser que l'amélioration de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé contribue à améliorer, d'avoir fourni une réponse adéquate, surtout en situation d'urgence. On l'a vu au Libéria, Sierra Leone, quand il y avait Ebola, on le voit dans d'autres contextes où il y a les urgences de choléra. Elle contribue également à améliorer la satisfaction des usagers. Quelques enquêtes ont pu révéler que les usagers sentaient un certain respect et sentaient une certaine satisfaction de voir les services d'eau, d'hygiène et d'assainissement disponibles. Et puis, ça permet de créer de meilleures conditions de travail pour les professionnels de la santé. On a eu l'occasion d'entendre des anecdotes de certains médecins ou directeurs de centre qui se sentaient vraiment mal à l'aise de quitter un centre où il y a des services fonctionnels d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans le cadre de mutations, des affectations administratives ou d'autres centres où ces services manquent. Et de l'autre côté, ça permet de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Il y a encore beaucoup d'études, beaucoup de travaux à faire dans ce sens, mais il y a des anecdotes et il y a aussi des indications de certaines données qui permettent d'affirmer cela. Mais surtout que ça permet de réduire le développement et la diffusion de la résistance aux antimicrobiens. Ça, c'est qui devient un problème de santé publique mondiale aujourd'hui. Le fait qu'il y a beaucoup de résistance, pas seulement aux antibiotiques, mais aux antimicrobiens de façon générale.
Et l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, il est démontré qu'il permet d'apporter une réponse à ça et de réduire les risques d'infection associés aux soins. Je vais très rapidement dire de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de système de santé. De quoi parle-t-on et pourquoi une approche système de santé? La définition, bien sûr, qui a l'organisation qui a le plus d'autorité dans ce sens, l'OMS dit que le système de santé est l'ensemble des organisations, des institutions, des ressources et des personnes dont l'objectif principal est d'améliorer la santé. Donc, vous voyez dans cette définition déjà la complexité, les organisations, les institutions, les ressources et les personnes. Et pour l'OMS encore, un système de santé performant et bien sûr un système qui offre des services de qualité à tous, en tout temps et en tout lieu. Pour cela, il a été identifié 6 composantes essentielles, 6 domaines qui sont très importants dans le renforcement des systèmes de santé. Tout d'abord, la gouvernance, le leadership, le financement, le personnel, bien sûr, ses capacités, la fiabilité des informations, l'existence déjà des informations, mais aussi leur fiabilité pour permettre des décisions plus informées, l'existence d'infrastructures ou de services durables, d'infrastructures avec des mécanismes d'entretien et de maintenance, et enfin les médicaments et les technologies de qualité. Bien sûr, dans le cadre de l'eau, l'hygiène et l'assainissement en milieu de santé, quelles sont les implications d'une telle approche? On l'a vu dans la définition, il y a déjà une multitude d'acteurs. Une gouvernance à plusieurs niveaux, un niveau local, un niveau national. Mais il y a aussi un certain nombre de déterminants qui doivent être analysés ou en tout cas qui doivent être compris. Et puis, il y a les besoins en ressources. Quand on regarde cette définition, effectivement, on se dit une approche système de santé sera très exigeante en termes de ressources. Et du coup, cela provoque, comme d'habitude, une pression sur les ressources et donc une compétition à la fois entre les autres secteurs et le secteur de la santé, mais aussi à l'intérieur de la santé, du secteur de la santé entre différents départements. Et puis, l'autre implication, c'est que on se retrouve finalement avec une diversité d'organisations et donc une diversité d'approches et de modèles de fourniture des services eau, hygiène, assainissement en milieu de soins. Parmi les réponses à ces implications, il y a bien sûr le besoin de comprendre l'écosystème. On l'a dit, il est très complexe, mais il faut le comprendre, qui est là, qui joue quel rôle. Il faut faire une analyse de l'économie politique, comprendre qui a le pouvoir, quel type de pouvoir, comment le pouvoir est distribué entre ces acteurs-là. Il faut arriver à créer et animer un espace ou, si vous voulez, pousser à un projet collaboratif parce que effectivement, il y a plusieurs acteurs impliqués. Il faut réfléchir, proposer des approches, des outils de priorisation des allocations budgétaires. Et il faut enfin proposer des approches, ou en tout cas un modèle qui puisse, avec des directives qui puissent aider à la standardisation pour éviter que la diversité, la multiplicité des modèles ne puisse finalement plus porter préjudice que apporter une réponse adéquate. Je vais, sur la base de cette mise en situation, passer à l'expérience de WaterAid Mali. Comme je disais, depuis 2015, nous sommes impliqués fortement dans la mise en œuvre des projets eau, hygiène, assainissement en milieu de soins. Et je vais essayer d'expliquer comment nous avons approché le système de santé à travers 3 entrées différentes, 3 versants différents. Le premier versant, c'est le versant politique. La séquence politique,
elle, c'est la question de la redevabilité et la question du leadership, parce qu'on l'a dit, c'est une composante essentielle des systèmes de santé. Et donc, de l'amélioration des systèmes de santé passera donc par cela. Cela veut dire, évidemment, travailler à travers cette gouvernance multiniveau dont je parlais, depuis les organisations communautaires de base jusqu'au ministère de la Santé. Cela a signifié pour nous d'identifier et d'écrire d'abord les insuffisances au niveau des politiques et des stratégies. Donc, nous avons fait une analyse de qu'est-ce qui existe, quelles sont les insuffisances, quels sont les écarts en termes de politiques et de stratégies. Cela nous a permis plus tard d'élaborer avec l'ensemble des acteurs, les ministères, les organisations non gouvernementales, une stratégie WASH dans les centres de santé, une stratégie nationale WASH dans les centres de santé. Cette analyse répond aussi à la question de la fragmentation des secteurs. On s'est retrouvé avec, dans l'analyse que non seulement le secteur lui-même, quand on parle eau, hygiène, assainissement, finalement, on avait affaire avec plusieurs sous-secteurs, mais aussi beaucoup d'autres secteurs qui, comme les finances ou la décentralisation, qui devraient donc intervenir. Et donc, pour apporter une réponse à cette fragmentation, nous avons, avec le gouvernement, mis en place une équipe de travail, ce qu'on appelait la task force nationale, donc une task force qui comprend à la fois le gouvernement, les ONG, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, toujours sur le plan politique, il fallait également renforcer la redevabilité à tous les niveaux. Et cela signifiait d'impliquer les citoyens, donc de faire en sorte que ce ne soit pas un projet porté seulement par le politique, mais porté aussi par les citoyens à travers différentes organisations, institutions, les parlementaires, un réseau de parlementaires, les médias, on a un réseau de journalistes, mais aussi des organisations d'usagers et d'usagères, et aussi d'autres plateformes comme la plateforme Assainissement pour tous, qui permettait de suivre des engagements en termes de financement, comme la plateforme Tracking, mais aussi des outils ou des instruments de planification communale, comme le plan de développement socio-économique et culturel. Et puis, il y avait donc le deuxième versant qui est administratif. C'est une chose d'avoir la volonté, c'est une chose d'avoir des stratégies, des politiques. En effet, on en avait beaucoup, on en a beaucoup de politiques. Mais comment assurer la traduction opérationnelle de ces politiques? Comment assurer ça? C'est s'intéresser donc aux procédures, au processus, au système en place, et principalement deux systèmes qui, dans ce versant administratif, nous ont paru très importants. C'est le processus de planification au niveau et de gestion de management au niveau du centre de santé. Pour cela, nous avons travaillé donc de concert avec l'Organisation mondiale de la santé pour l'élaboration de l'outil WashFit. Et dans une phase de consolidation, nous avons travaillé avec le gouvernement et ces mêmes organisations pour trouver une version simplifiée parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait toujours des difficultés d'appropriation au niveau de des acteurs. Et puis, le deuxième aspect de ce pan administratif, c'est donc le suivi. C'est difficile, comme je dis, ce que vous mesurez définit ce en quoi vous investissez. Et donc, il était important de voir comment pousser le secteur de la santé à élaborer ou en tout cas à mettre en place un dispositif de suivi qui intègre des indicateurs d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Et puis, le dernier pan, le dernier donc, versant, c'est le versant professionnel. Il s'agissait des questions de capacité, comportement, mais aussi service. Donc, l'idée a été de répertorier, de faire des études, à la fois une étude quantitative complète, avec un outil d'évaluation complète que nous avons élaboré de concert avec le gouvernement, les services du gouvernement, mais aussi de faire une évaluation qualitative en s'intéressant aux questions
de pratique. Et cette étude, nous l'avons menée en collaboration avec CDC Atlanta. C'était aussi l'occasion de voir les capacités, de voir quelles sont les directives qu'il fallait revoir. Donc, ce travail professionnel a d'abord, sur le plan professionnel, a conduit à élaborer ou à réviser certaines directives nationales qui existaient, que ce soit sur la gestion des déchets biomédicaux ou sur d'autres pratiques. Deuxièmement, sur le plan professionnel, comme je le disais tantôt, il fallait partir vers la standardisation de la fourniture de services, proposer un modèle. Et bien sûr, c'est un travail qui continue, mais déjà, avec les différents partenaires de la task force, nous sommes arrivés à élaborer un paquet minimum eau, hygiène, assainissement en milieu de soins. Un paquet minimum d'activités, un paquet minimum de ce qu'il faut apporter pour assurer des services durables. Et enfin, sur ce plan du professionnel, il fallait faciliter, bien sûr, l'adoption des pratiques. Une chose, c'est d'avoir les normes officielles avec les protocoles bien maîtrisés par le professionnel de la santé. L'autre chose, c'était de travailler sur les pratiques, pas seulement avec des formations modulaires, mais aussi surtout à identifier comment améliorer l'adoption des nouvelles pratiques, des nouveaux comportements. Et donc, en plus d'avoir fait une étude sur les connaissances, attitudes et pratiques, nous avons récemment, avec le ministère, conduit une évaluation formative sur cette question. Je vais laisser parce que Mohamed va insister sur les aspects d'évaluation. Donc, voici un peu comment nous avons travaillé sur le système de la santé à travers ces trois entrées, l'entrée politique, l'entrée administrative et l'entrée des professionnels. Bien sûr, ces trois, au niveau de chacun de ces trois, vous avez dû constater au niveau politique, il y a l'engagement des citoyens, il y a l'implication des usagers, mais aussi au niveau de s'assurer que les procédures, les gestions au niveau administratif au Mali, puisque le centre de santé est géré par les usagers, ils sont présents, ils participent à l'élaboration et à l'appropriation du WASHFIT. Je vais peut-être insister sur deux ou trois leçons et défis. La question des données, elle est très importante. C'est difficile d'encourager la redevabilité ou de se faire entendre, même si on veut qu'on fasse du bruit, mais se faire entendre sans avoir des données, sans avoir des évidences. La participation citoyenne, elle est cruciale parce qu'elle permet effectivement d'avoir un cadre de redevabilité où les gens peuvent apprécier les services, porter une appréciation et dire comment ces services ont changé et qu'est-ce qu'il faut pour que ces services continuent à rester performants et durables dans le temps. En termes de défis, il y a bien sûr la question de la durabilité des acquis, à la fois des infrastructures, mais aussi des pratiques et les nouveaux comportements. Comment s'assurer donc que ces pratiques durent et qu'elles restent des pratiques pérennes et que des infrastructures, il y a des mécanismes pour assurer la maintenance, pour assurer l'opération et la maintenance de ces infrastructures. Et bien sûr, la question des coûts revient comme un aspect très important des défis. Comment optimiser les coûts en fonction de la taille du centre de santé, en fonction du flux financier qui arrive ou qui est généré par le centre de santé. Comment s'assurer que le dimensionnement de l'intervention, des infrastructures et tout puisse rester dans un modèle viable financièrement. Et bien sûr, c'est un aspect qui peut-être pour les prochaines phases, les prochaines générations, c'est l'implication du secteur privé qui occupe un espace très important dans l'écosystème de la santé, dans les systèmes de santé. Je vais finir rapidement avec quelques conclusions. Premièrement, c'est qu'aujourd'hui, il faut préparer une transition, la transition
que j'ai annoncé au début donc, de cette présentation, la transition vers une version 2.0, une version 2.0 qui va renforcer la recherche et l'apprentissage pour pouvoir mettre à l'échelle les différentes interventions. Il faut des évidences et donc il faut renforcer la recherche et l'apprentissage. Le suivi et l'évaluation, encore comment s'assurer qu'on puisse intégrer les indicateurs eau potable, hygiène et assainissement dans les systèmes d'évaluation, dans les dispositifs d'évaluation du système de santé lui-même ou par exemple dans les enquêtes démographiques de santé. Et puis, il y a, je le disais tantôt, le défi au niveau du dimensionnement, donc des solutions techniques. Il y a encore, je pense, un travail à faire pour développer et mettre en œuvre des modèles techniques qui soient adaptés au contexte, qui soient inclusifs et qui soient durables dans le temps. Donc ça, je pense que la version 2 de l'intervention dans les établissements de soins devra penser à un dimensionnement, à proposer un menu de solutions techniques aux intervenants en fonction des dimensions, en fonction des flux financiers, en fonction des autres caractéristiques citées dans le système de santé. Il y a également la question du financement. Je pense que la prochaine phase, la transition vers laquelle nous allons, doit être de réfléchir à trouver de nouveaux mécanismes de financement. Il y a beaucoup de financements que le secteur de la santé est en train de drainer ou continue à toujours drainer. Comment assurer la prise en compte de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans ces dispositifs? Et puis, je termine avec la question politique, comme je le disais tantôt, c'est de dire que désormais, que tous les acteurs, tous les intervenants, et ça a été notre cri à WaterAid et nous continuons de le crier, puissent voir l'intervention dans les centres de santé comme quelque chose qui va au-delà de la fourniture de services. Comme d'abord que l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé est d'abord une question politique. Et donc, elle doit avoir une réponse politique. Elle est aussi une question de droit. Et donc, pour cela, elle doit avoir une réponse d'équité, une réponse de justice. Et ça, en lien avec tout le mouvement sur la couverture sanitaire universelle. Juste pour terminer sur ce point, je dirais simplement que, comme on le dit, il y a dans le milieu de la santé publique mondiale, il y a la troisième révolution. Il y a déjà eu la première révolution, c'était autour des maladies infectieuses, où il y avait les programmes verticaux de santé publique. Et puis, il y a eu, depuis quelque temps, il y a encore depuis quelque temps une deuxième révolution autour des maladies chroniques qui attire beaucoup d'attention. La troisième révolution, donc, celle de la promotion de la santé, ne peut pas être réussie sans un accent considérable, sans un accès durable à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé. Donc aujourd'hui, dire qu'on va faire la promotion de la santé, qu'on va réussir cette nouvelle révolution de la santé publique mondiale, pour qu'elle soit réussie, l'exigence fondamentale, c'est un accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé en tout temps et en tout lieu. Je vais m'arrêter là, on aura pour laisser le temps aux questions. Merci Benito, à toi. Benito, vous êtes là? Cette intéressante présentation, fantastique. Pour entendre la deuxième présentation et après quoi nous aurons la discussion sur les deux. Je rappelle que vous pouvez continuer à poser des questions en utilisant la boîte à discussion, posez vos questions et après nous prendrons toutes les questions après à la fin. Eh bien, sans plus tarder, nous allons entendre la deuxième présentation avec Mohamed Sarr de Terre des Hommes. Mohamed Sarr, vous avez la parole maintenant.
Bonjour à tous ceux qui se joignent à ce webinaire à partir de différents coins du monde. Merci de m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous quelques expériences de Terre des Hommes sur l'évaluation WASH dans les établissements de soins. Avec un titre comme « À quel point est-ce préoccupant ?» nous pouvons tous imaginer les conditions WASH dans les établissements de soins de santé qui poussent souvent les gens à les éviter. Beaucoup d'entre nous ont vu des latrines dangereuses ainsi que la défécation en plein air et des piles de déchets médicaux qui nécessitent un traitement et une élimination sûre dans certains centres de santé. Mais avec ce titre, on peut aussi faire référence aux conséquences des projets d'urgence ou de développement bien intentionnés au départ, mais qui n'ont pas fait grand-chose pour améliorer la situation. On peut ainsi se poser certaines questions par rapport aux évaluations WASH dans les établissements de soins. Donc, une évaluation a-t-elle eu lieu? Était-elle adéquate? A-t-elle influencé le projet à bien faire les bonnes choses de la bonne manière? Qu'aurions-nous pu faire différemment en ce qui concerne l'évaluation et qui aurait pu améliorer l'intervention? Pourquoi avons-nous besoin de recueillir des données WASH dans les établissements de soins? À quoi peuvent-elles servir? Donc, avant de commencer l'évaluation, nous devons d'abord effectuer une analyse de situation des établissements. Mais je vous recommande vivement de suivre ou de prendre l'exemple que vient de présenter M. Diallo, de faire d'abord une analyse du système de santé existant. Donc ici, nous allons plus réfléchir ensemble sur l'analyse des situations WASH dans les établissements de soins, partager nos expériences sur l'utilisation des données, les indicateurs à évaluer, les personnes à impliquer, où et quand effectuer les évaluations, et enfin, nous allons réfléchir ensemble sur le lien entre ces évaluations et le système de santé tel que l'a présenté M. Diallo. Donc, nous avons ici une petite liste qui n'est pas exhaustive, mais il s'agit de quelques raisons clés pour lesquelles nous recueillons des données sur le WASH dans les établissements de soins. Donc, les premières données peuvent être utilisées pour comprendre les conditions WASH afin d'améliorer la situation de l'infrastructure. Elles permettent également la conception et la planification de projets avec des définitions claires des objectifs, mais d'identifier des pratiques de gestion ainsi que les besoins en formation, renforcement de capacité du personnel en vue d'améliorer la prévention et le contrôle des infections. Les données WASH dans les établissements de soins peuvent mettre en lumière des preuves qui permettent d'améliorer éventuellement des campagnes de plaidoyer. Donc, ceci dans le but de convaincre les parties prenantes, telles que les ministères et les autorités au niveau national, dans la mobilisation de ressources, ainsi que la sensibilisation sur la thématique WASH dans les établissements de soins. Donc, on dira aussi que les données sont essentielles pour les interventions WASH et leur lien avec les normes nationales établies. Donc, ces données, M. Diallo l'a abordé tout à l'heure, permettent aussi de la reddition des comptes, la redevabilité, ainsi que la responsabilisation. Il renforce la mise en œuvre des normes convenues pour les services WASH dans les établissements de soins, pour être sûr que les objectifs fixés seront atteints et maintenus, et ceci dans l'objectif, bien sûr, de viser une durabilité de ce qu'on met en place. Donc, pour mieux comprendre comment suivre au mieux ces progrès accomplis, les données de recherche peuvent aider les autorités nationales et locales, ainsi que la communauté de pratique à prendre de bonnes décisions. Et enfin, nous dirons ici que les données peuvent également renforcer le lien entre les interventions d'urgence et ceux du développement. C'est ce qu'on appelle le LRRD. C'est la sortie de l'urgence et le lien avec le développement. Donc, il est clair que lier les mesures d'aide à court terme d'urgence et celles à plus long terme des programmes de développement permet de créer des synergies et de fournir une réponse plus durable aux situations de crise,
tel que l'a évoqué tout à l'heure M. Diallo dans le cadre de crise Ebola. On sait que dans les situations d'urgence, les structures de soins reçoivent plus de financement qu'elles doivent exécuter souvent à court terme, 5 à 6 mois, voire 12 mois. Et dans ces cas, on arrive à mieux suivre et à obtenir des résultats qui nous permettent d'éclairer les interventions de développement pour une programmation plus efficace. Que faut-il évaluer? Le webinaire en français du 22 avril présenté par Cassandra sur le WASH dans les établissements de soins a présenté déjà une bonne partie de ces diapositives et nous a fait réfléchir sur la situation mondiale de WASH dans les établissements de soins. Donc, il a abordé également les indicateurs WASH dans les établissements dans les établissements de soins dans le cadre des objectifs de développement durable. Donc, ce guide a été publié par le Programme commun des Nations Unies pour l'eau potable et l'assainissement et l'hygiène, également connu sous le nom du JMP et qui est piloté par l'OMS et l'UNICEF. Donc, ces indicateurs sont recommandés et complètent toutes normes et stratégies de suivi au niveau national. Ils peuvent servir de point de départ selon les contextes. D'autres questions peuvent être ajoutées pour élargir la portée d'une évaluation afin de couvrir la gestion des installations, les comportements et les pratiques d'hygiène, ainsi que la qualité de l'eau. Donc, qui devrait participer à l'évaluation pour saisir les données le plus efficacement possible? Idéalement, les évaluations WASH dans les établissements de soins devraient se faire en étroite collaboration, si ce n'est sous la direction du ministère de la Santé, et impliquer les autorités sanitaires au niveau local. En ce qui concerne les évaluateurs dans le cadre d'évaluations importantes, l'une des options consiste à faire recours à des enquêteurs spécialisés, ce qui peut bien sûr améliorer la transparence. Une autre option consiste à créer des équipes mixtes d'agents de santé du gouvernement et du personnel de projet. Les deux options ont des avantages et des inconvénients. Mais les hommes a constaté qu'il est avantageux d'utiliser l'option équipe mixte lorsque cela est possible. Il dira que la mixité favorise la collaboration ainsi que la compréhension mutuelle des critères et des outils d'évaluation. Donc, elle favorise également le dialogue avec le ministère de la Santé une fois que les rapports sont disponibles et partagés. Donc, les formations comme celles présentées ici au Burkina ont été présidées par un haut fonctionnaire du bureau régional de la santé. Et un exemple sur la photo qu'on voit ici, c'est dans une préfecture de la région de Zérékoré en Guinée, où on a l'implication, on a impliqué un peu la direction préfectorale de la santé dans une analyse des situations qu'on menait. Il est important d'assurer la formation des agents évaluateurs et faire des exercices pratiques en commençant par la traduction des documents de l'évaluation, en testant la compréhension commune des termes, en les révisant et en se mettant d'accord sur eux, ce qui est normalement commun à tout type d'évaluation. Donc, dans l'exemple qu'on voit ici, il s'agit d'une question sur l'utilisation d'une toilette. Donc, quand on effectue une évaluation, on sait qu'il y a de nombreux termes et définitions clés qui doivent être compris par les recenseurs, évaluateurs. Donc, voici un exemple donc, de la deuxième question d'assainissement qu'on peut retrouver sur le document JMP. Donc, ça a l'air simple comme question, mais le JMP a défini les conditions qui doivent être remplies afin d'atteindre le niveau utilisable. Donc, il s'agit notamment des termes fonctionnels, privés et disponibles. Les facteurs que les évaluateurs doivent vérifier physiquement sont les termes fonctionnels,
le tout disponible pour une chasse manuelle ou mécanique. Il ne doit pas y avoir de fissure ou de fuite. Donc, le terme privé fait allusion à une structure sans fissure et où la porte peut être verrouillée de l'intérieur. Donc, le terme disponible fait allusion à la position de l'infrastructure au sein de l'établissement et que les portes ne soient pas verrouillées, ou que même si elles sont verrouillées, qu'il y ait des clés disponibles permettant l'accès en tout temps. Donc, dans l'exemple 2, une autre question est sur la principale source d'approvisionnement en eau dans l'établissement de soins. Donc, le JMP recommande que les options de réponse et la terminologie soient adaptées pour refléter le contexte local. De cette façon, les agents recenseurs sont en mesure de bien comprendre chaque option. Nous voyons ici une photo d'aide visuelle qui permet aux équipes d'enquêteurs de faire la distinction entre une source d'eau protégée et non protégée. Donc, nous parlons ici de portée de l'enquête. Où et quand effectuer une évaluation? Couvre-t-elle une région ou une évaluation au niveau local? Est-ce que nous échantillonnons, par exemple, 30 établissements dans un pays ou 30 établissements de soins dans une région? Plus la taille de l'échantillon est concentrée dans une zone géographique, plus les résultats seront fiables. Donc, le financement des évaluations est souvent un facteur limitant et peut considérablement influencer son déroulement. Donc, Terre d'Hommes se concentre généralement sur les établissements de soins primaires ruraux où la situation est moins connue et où les ressources sont insuffisantes. Nous effectuons des évaluations lorsque nous avons l'autorisation, bien sûr, couvrant au minimum une unité administrative, généralement un district ou une préfecture. Et nous visons des tailles d'échantillons représentatives. Donc, nous savons également que les évaluations contribuent à l'amélioration continue des conditions WASH dans ces établissements de soins. Donc, pour une évaluation WASH dans les établissements de soins, il est recommandé d'éviter d'arriver au niveau des établissements de soins pendant les périodes de pointe, afin de trouver le personnel présent et disponible pour l'enquête. Donc, nous recommandons quelques outils d'évaluation. Car nous savons que les organismes réalisent de plus en plus d'enquêtes avec des outils mobiles de collecte de données, tels que les smartphones, en lieu et place du format papier des questionnaires, ce qui réduit considérablement le temps de collecte et de traitement des données, ainsi que les erreurs et les pertes de données. Donc, les deux outils que nous avons décidé de présenter ici, le FACET et le WASHCON, sont conçus pour analyser et visualiser des situations WASH dans les établissements de soins à travers des applications mobiles de collecte de données. FACET a été développé par IWAG Sandek et Terre des Hommes avec le soutien de JMP et CART ONG. FACET permet la collecte mobile de données sur les services WASH dans les écoles et les établissements de soins primaires. Il s'applique sur les échelles de services et les indicateurs de base recommandés par le JMP, avec la possibilité, bien sûr, de comparer deux ensembles de données et d'ajouter des questions plus spécifiques au contexte. Un manuel de 70 pages explique comment FACET fonctionne, comment l'adapter au contexte local, ainsi que des conseils sur la planification des enquêtes et la formation des agents enquêteurs. L'ensemble de la documentation peut être téléchargée sur le site de IWAG Sandek que vous pouvez voir sur cette diapositive. FACET a été utilisé bien sûr par Terre des Hommes dans divers pays et dans le domaine de l'aide humanitaire et du développement, notamment au Bangladesh, au Burkina Faso, ici en Guinée, en Inde, en Irak, au Mali, en Mauritanie, au Myanmar, au Népal et au Sud-Soudan. Et les formulaires d'enquête sont disponibles dans plusieurs langues, notamment en anglais et en français.
Donc, WashCon a été développé par le Center for Global Safe Wash de l'Université de Emory, Atlanta. WashCon est un outil d'enquête qui fournit une vue d'ensemble de l'état de l'infrastructure et des ressources WASH au sein d'un établissement de soins. Les données recueillies peuvent éclairer et prioriser des actions de programmation pour améliorer le WASH dans ces établissements de soins. WashCon est également aligné sur les indicateurs du JMP et peut être déployé à n'importe quel niveau des établissements de soins, primaire, secondaire, voire tertiaire, et est disponible comme outil mobile avec des tableaux de bord et des rapports en ligne automatisés. Donc, le WashCon a été utilisé au Cambodge, en Ouganda, en Éthiopie, en Haïti, au Mali, en Afghanistan, au Lesotho, au Kenya, au Ghana et en Ouganda. Il existe une boîte à outils de mise en œuvre comprenant un guide de formation et un manuel d'utilisation, voir les contacts et les liens sur le diapositive. L'objectif de FACET et de WashCon est d'effectuer des évaluations générales de WASH dans les établissements de soins de santé. Certains partenaires ont mis des outils et des méthodologies de programmation spécialisées pour le WASH dans les établissements de soins, qui incluent des évaluations. Ces outils soutiennent par exemple des activités telles que l'évaluation participative des risques, ainsi que la planification des actions, la formation structurée et la supervision, ainsi que des certifications nationales ou des concours de qualité entre établissements de soins. Bon, je pense ici notamment au WashFit, développé par l'OMS encore et l'UNICEF, et le Clean Clinic Approach, développé par l'USAID et Save the Children, pour ne citer que cela. Il pourrait donc y avoir une certaine confusion quant au choix de l'outil à utiliser pour telle ou telle fin. Donc, à l'issue des évaluations, il est important de partager les rapports avec les homologues du ministère de la Santé. Donc, assurez-vous de mettre en évidence les nouvelles idées ou tendances issues des données d'évaluation. En fonction de la préparation de l'évaluation et des systèmes de santé nationaux existants, la collecte et la communication de données, certains pays pourraient être intéressés, par exemple, à intégrer les données de l'enquête ou même à intégrer certaines questions du JMP pour leurs futures enquêtes. Au niveau local, il est recommandé, par exemple, de créer un lien entre les évaluations WASH dans les établissements de soins, le renforcement de capacités et la supervision du personnel des établissements de soins. Au Mali, par exemple, nous avons utilisé l'évaluation FACET pour faciliter la supervision dans l'encadrement du personnel des établissements de soins par le chargé responsable d'hygiène d'un district de santé. Donc, ils ont examiné les résultats ensemble sur place et il s'agissait d'un espace de rétroaction et d'orientation. La combinaison de l'évaluation et des exercices de supervision peut être utile dans les domaines où les ressources sont parfois limitées. Donc, en résumé, on dira que il est nécessaire de disposer de données pour avoir un point de référence, ainsi définir la marche à suivre pour améliorer les services WASH dans les établissements de soins, ainsi que faire des plaidoyers, ainsi que la responsabilisation, le suivi et la recherche, ainsi que la création de synergies entre tout ce qui est intervention d'urgence et le lien avec le développement. Nous dirons également qu'il existe des indicateurs et des questions recommandées à l'échelle internationale pour la collecte de données basées sur des indicateurs du JMP, pour le suivi de WASH dans les établissements de soins. Donc, nous dirons également que pour le lieu et le moment de l'enquête dépendent des facteurs tels que la structure du système national de santé, le calendrier du cycle de projet et les ressources disponibles. Donc, des outils d'évaluation WASH autonomes peuvent être nécessaires à l'heure actuelle, mais à l'avenir, ils devront pleinement être intégrés dans les systèmes nationaux. Nous pourrions même dire qu'un indicateur de progrès pour notre travail d'appui sera
lorsque les outils comme Facet et Washcom deviendront obsolètes. Donc voilà ce qui conclut ma présentation. Merci de m'avoir écouté. J'attends avec impatience la phase de discussion. Benito? Wow. Vraiment intéressante comme présentation. Merci à nos deux présentateurs. Je veux parler de Mamadou de Mohamed et Mohamed Sissar de Terre des Hommes. Maintenant, nous allons passer à la partie. Je vois qu'il y a déjà quelques questions dans la boîte à discussion, mais je rappelle aux autres qui ont des questions, vous pouvez la boîte à discussion pour poser vos questions maintenant même. Pour cette partie, nous allons passer la parole à Cassandra qui va animer cette partie pour nous. Et déjà, je prends congé de vous. Cassandra Savino, vous avez la parole. Merci et je vous remercie Mamadou et Mustapha pour votre présentation. Maintenant, on nous demande d'écrire votre question pour nous et on a une première question pour Mamadou. Pour ceux qui n'ont pas accès au gouvernement national et au ministère de la Santé, comment peuvent-ils commencer à influencer le système de santé? Quel aspect du système de santé pourrait influencer leur travail? Et y a-t-il des exemples de cela? Merci Cassandra. Bien sûr, je pense que quand j'ai parlé, j'avais mentionné le fait que dans à la fois la séquence politique, mais aussi au niveau administratif, il y a à la fois le gouvernement, mais il y a les citoyens. Et que c'est aussi un processus multiniveau. Donc, il y a plusieurs niveaux auxquels qu'on pourrait utiliser comme entrée, où on peut effectivement faire, on peut entrer par le gouvernement, par les politiques, mais on peut entrer aussi par le bas, par les citoyens. On peut entrer par le niveau le plus bas, c'est le centre de santé, ou le niveau district. Donc, on n'est pas, même si on n'a pas accès au ministère, au gouvernement directement, il y a l'entrée, ce que j'ai dit, l'entrée par le bas, sans être péjoratif. L'entrée par le bas, c'est dire au niveau local, on peut effectivement utiliser les groupes de citoyens, les associations des usagers, les professionnels eux-mêmes. Je sais, par exemple, la dernière fois, je parlais avec mes collègues et certains de nos partenaires quand on nous a parlé d'un centre de santé, par exemple, où c'est le médecin qui est arrivé même à pousser les usagers, l'association des usagers, à accepter d'augmenter le montant qui était fixé au départ pour le carnet, pour les visites. Donc, ça, on n'avait pas besoin du gouvernement pour le faire. Donc, c'est dit que oui, on peut passer par les associations, on peut passer par les groupes, on peut passer par la presse, c'est arrivé, ou parfois, nous, nos campagnes comme Healthy Start, comme un départ sain, qui était une campagne axée sur le WASH et la santé, je pense qu'au départ, on est passé par des médias, on a formé des réseaux de journalistes, on a formé des... Donc, on peut effectivement passer par la société civile pour le faire. Quel aspect du système de santé ou quels sont les aspects qui peuvent impacter leur travail? Bien sûr, il y a, si vous êtes dans les systèmes de santé comme au Mali, mais aussi, je sais, en Guinée, dans d'autres pays où il y a un héritage de lutte contre la maladie, le système de santé est très médicalisé. Donc, faire comprendre aux gens que oui, on peut faire la promotion de la santé, on peut faire
l'hygiène, on peut faire la sensibilisation, c'est pas une perte de temps pour le médecin. Ça, c'est pas gagné parce que vous pouvez commencer là, mais le médecin dit oui, c'est bon, mais moi, j'ai pas le temps de faire autant de visites et puis m'occuper de promotion, de ceci. En plus, ce qui valorise son travail et sa personne, c'est les soins, c'est pas nécessairement la prévention. Et le deuxième aspect, bien sûr, ce serait le financement, qui reste toujours une contrainte, comme j'ai dit, dans les centres de santé comme au Mali, où le modèle est bâti sur, voilà, le centre de santé appartient aux communautés. Oui, c'est bien, mais quand, en termes de flux financiers, ça met beaucoup de pression et c'est pas toujours très facile à naviguer entre. Donc, effectivement, il y a des possibilités de passer à travers des groupes comme l'APE, comme des journalistes, comme des professionnels de la santé, sans avoir accès directement au gouvernement et faire un effet et comme, voilà, partager ça et mettre ça à échelle. Oui, merci pour la réponse. Et on a une question pour Mohamed maintenant. Comment les données de votre outil aident-elles à informer les activités autour de l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les ESS? Par exemple, la réalisation de programmes ou plaidoyers. Allô? Mohamed, tu es là? Oui, écoute, j'ai pas, vous pouvez répéter? D'accord, alors, comment les données de votre outil aident-elles à informer les activités autour de l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les ESS? Par exemple, la réalisation de programmes ou plaidoyers. OK. Merci, Cassandra. Donc, comment les données de cet outil vont-elles aider à informer sur le WASH dans les établissements de soins en termes de mise en œuvre et de plaidoyer, c'est ça? Donc, je vais donner un exemple de Terre des Hommes au Bangladesh. Donc, grâce en partie à diverses évaluations, le ministère de la Santé ainsi que les acteurs tels que l'OMS, l'UNICEF, Terre des Hommes, WaterAid, CARE et Plan ont organisé en décembre 2017 la première conférence nationale sur le WASH dans les établissements de soins au Bangladesh. Donc, cette conférence a conduit par la suite à la préparation et à l'approbation d'une stratégie WASH dans les établissements de soins par le ministère de la Santé. Donc, ça, c'est un. Et suite à ça, il y a eu aussi la création d'un comité technique national sur le WASH dans les établissements de soins, toujours à l'issue de cette conférence. Et un troisième point, c'est qu'il y a eu un document préliminaire sur les standards et normes nationales pour le WASH dans les établissements de soins au niveau communautaire qui a été aussi mis en place. Donc voilà un peu la réponse. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, merci. Et maintenant, on a une question pour n'importe vous qui vous répond. Une question de Babi Kanrasi qui demande quelles sont les conséquences de la non-implication de la communauté et des privés dans la mise en place de système WASH en cas d'épidémie. Je vais répondre, je vais donner une perspective à la mienne. Alors, oui, je pense que c'est la non-implication de privés et des communautés. Pour dire plus court, c'est l'échec carrément du projet, la non-implication des communautés. Parce que l'appropriation, c'est à leur niveau. La durabilité, c'est pour ça que je dis, c'est pas que la fourniture de services.
un système, c'est changer un système, c'est transformer un système, c'est améliorer le système. Donc, mettre les communautés en dehors de ça, le risque, c'est qu'on se trouve dans un projet qui, finalement, peut avoir des résultats, des acquis, mais qui ne sont pas pérennes, qui ne sont pas durables. Je prends juste l'exemple, quand vous parlez le contexte Ebola, par exemple au Mali. Au Mali, Ebola est entré à travers le privé. C'est un hôpital privé, une clinique privée, une des plus grandes cliniques privées. C'est là où voilà, Ebola est entré. Donc aujourd'hui, oui, à un moment, on avait besoin de focaliser sur les hôpitaux publics, mais on sait qu'aujourd'hui, le privé est très, très, très sollicité et il y a des privés, quand vous y allez, les conditions d'eau, d'hygiène et d'assainissement, ce n'est pas les priorités parce que c'est des investissements, parce qu'ils veulent plutôt faire de l'argent et donc après, vous vous trouvez dans des cliniques où les infections associées aux soins peuvent facilement grimper à cause des conditions d'hygiène. Merci. Et merci pour ton réponse. Et maintenant, on a une question d'Arabella Hayter qui demande: avez-vous des exemples de l'intégration de ces efforts avec les programmes de santé et comment avez-vous utilisé les données collectées par ces outils? Allô? Oui. Allô? Tu nous entends, Mohamed? Pas très bien. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Alors, on a une question d'Arabella Hayter qui demande: avez-vous des exemples de l'intégration de ces efforts avec les programmes de santé et comment avez-vous utilisé les données collectées par ces outils? Ah, ok, mais ça rejoint un peu la réponse que j'ai donnée tout à l'heure là pour le cas du Bangladesh, où il y a eu un plaidoyer et éventuellement la prise en compte des différents résultats des évaluations pour la préparation non seulement de la stratégie nationale, ainsi que la création de comités et les documents préliminaires de standards en termes de normes nationales sur l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans les communautés, dans les structures de soins communautaires. Donc après, au niveau national, ces outils, comme on l'a dit, ils peuvent permettre d'alimenter des plateformes de discussion pour fournir des données probantes qui peuvent aider, par exemple, un ministère de la Santé à mieux affiner ses outils d'enquête. Et comme je l'ai dit aussi dans la dernière diapositive, c'est que ces outils ne sont pas pérennes et l'idéal serait qu'au niveau national, ils puissent à un moment ou à un autre devenir obsolètes et qu'on se focalise plus sur les outils nationaux, si on veut, plutôt que des outils développés par-ci et par-là. Et merci pour la réponse. Et maintenant, on a une question qui vient d'Antoine Kankoé. Les deux outils d'évaluation, FACET et WashCon, présentent-ils des limites ou insuffisantes? Si oui, lesquelles? Parce qu'on a parlé d'adaptation, du questionnaire, d'adaptation, par exemple, de certaines réponses attendues vis-à-vis, par exemple, des personnes qu'on est en train d'enquêter, et éventuellement la compréhension du lien entre ces questions et
les indicateurs tels que définis dans le cadre du JMP. Donc, au niveau de la compréhension des termes, par exemple, tels que l'utilisation, le terme fonctionnel, le terme privé, le terme disponibilité. Donc, c'est des termes qui doivent être traduits. Et ça, si c'est bien fait, ça présage une enquête qui soit vraiment meilleure et bonne, et avec des potentialités d'obtenir des résultats fiables. Donc, les autres critères, par exemple, qu'on peut éventuellement mettre en avant, c'est que le personnel qui doit, par exemple, effectuer l'enquête doit avoir un minimum de connaissances sur les outils tels que les smartphones, ou des bases, par exemple, sur les logiciels tels que Excel, qui utilisent, par exemple, un fichier XLS form. Donc, c'est juste ces éléments qui peuvent être éventuellement des limites. Et sinon, c'est adaptable. Et je vous renvoie, par exemple, au manuel de facettes qui peut donner de plus en plus d'explications. Allô? Ah oui, merci. Et maintenant, on a une autre question qui vient de Sori Boire. Est-ce que Facette prévoit l'échelle de service géré en toute sécurité au-delà des services de base? Dans la présentation, il a l'impression que l'échelle le plus haute est le service de base. Oui, je l'avais dit tout à l'heure dans la présentation, on peut l'adapter et ajouter d'autres types de questions. Et pour ça, je pense qu'on peut être plus à l'aise quand on comprend mieux le fonctionnement de ces formats XLS. Donc, une fois qu'on a compris la façon d'adapter les outils, on peut ajouter tout type de questions pour que ça soit adapté vraiment au contexte et qu'on peut passer aussi des questions de base vers des questions plus approfondies. Oui, alors merci. Et maintenant, on a une question pour Mamadou qui vient d'Aboubacar Ballon de Terre des Hommes. À partir de l'apprentissage interprojet sur l'expérience WashFit de WaterAid, l'OMS et CDC Atlanta, Terre des Hommes a répliqué l'expérience dans 4 établissements de soins de santé de 16 zones d'intervention au Mali. Les résultats sont extraordinaires. Comment assurer l'utilisation pérenne de l'outil dans les centres de santé, y compris suivi technique par le ministère à la fin du projet? Possible d'amener le ministère à standardiser un tel outil pour tous les centres de santé? Merci. Effectivement, je pense que c'est une bonne question. Je suis content que vous dites que les résultats sont extraordinaires. Je sais que Boiré est en ligne aussi de l'OMS, dont il entend. Donc, je pense qu'en termes de pérennisation, ça c'est un travail que nous devons faire en tant qu'acteurs du secteur à travers la Direction nationale de la santé, mais l'OMS, à travers la task force. Comme je dis, c'est de réfléchir à un modèle. Qu'est-ce que ça demande en termes de coûts, la mise à jour et la mise en œuvre de cet outil? Qu'est-ce que ça demande en termes de capacité? Où se trouvent ces coûts et où se trouvent ces capacités-là? Dans ce cas, ça pourrait nous amener à faire un dimensionnement. Est-ce qu'on va au niveau district où on peut peut-être appuyer, faire en sorte que le suivi de ça puisse être intégré dans les appuis au niveau district? Qui a la capacité? Est-ce qu'on doit former encore plus de gens? Mais moi, je crois que c'est possible. Je pense que quand il y a un outil, et comme je vous disais, nous, on a eu la chance avec nos collègues de l'OMS à un moment, quand on a vu que l'outil
on a testé dans un premier temps. On a compris que l'outil était un peu lourd, il y avait des difficultés d'appropriation pour certains groupes. Et donc, on a fait une version simplifiée. Mais à cela ne tienne, pour moi, je pense que toute la question, c'est de dire d'abord comment les acteurs s'approprient de ça. Au niveau de la santé, il faut que ça devienne un outil de mesure, un outil qui est inclus dans leur dispositif, qui n'est pas un outil parallèle. Parce que si c'est parallèle lié à un projet, ça ne peut pas être pérenne. Mais si c'est un outil qui entre dans le dispositif de la santé, et ça, c'est sur quoi nous devons nous battre pour faire en sorte qu'on puisse intégrer ça dans le dispositif de santé. Après, on va au deuxième niveau, le niveau administratif. Comment faire en sorte que dans ce dispositif-là, cela soit facile à être maîtrisé, maîtrisé par qui et mis en œuvre. Donc, je pense que c'est plus un challenge qu'une question, parce que je pense que c'est possible. Je pense que c'est un travail de plaidoyer, Terre des Hommes, Water Mali, OMS, un travail que nous devons faire d'abord de sortir ces résultats extraordinaires et de dire, voilà, on a essayé ça, ça a marché. Donc, pourquoi on ne peut pas intégrer ça dans le dispositif, mais ne pas créer un dispositif parallèle parce que sinon, ce serait lié au financement d'un projet. Voilà. Donc, j'ai vu au passage un commentaire de Boiré très important. Je suis à 100% d'accord. La difficulté aujourd'hui d'intégrer le WASH et santé, surtout d'intégrer le WASH dans les questions de santé de la reproduction, de nutrition, mais aussi de résistance aux antimicrobiens. Je pense que pour la nutrition, on est en train de faire des progrès avec le comité. Mais voilà, il y a un plan stratégique qui intègre le WASH dans la nutrition. Mais je pense que, Barry l'a bien dit, la santé de la reproduction et les résistances aux antimicrobiens sont des secteurs où de plus en plus on doit voir comment l'eau, l'hygiène et l'assainissement peuvent être plus intégrés dans ces dispositifs, dans ces appuis. Oui, merci pour la réponse. Et maintenant, je demande à Mohamed si vous avez des commentaires additionnels pour cette question. Pas spécialement. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande, enfin, M. Morifignon, qui demande comment peut-on avoir les outils WashFit, plutôt les outils facettes. Donc, c'est juste partager, voir le lien IWAC Sandec, donc où toute la documentation peut être téléchargée. Oui, d'accord, et merci. Et désolé, on a plus de temps pour répondre aux questions maintenant, mais si vous avez des autres questions, s'il vous plaît, écrivez-le dans le boîte de chat et on va les répondre dans les documents sommaires qui vont être sur le site web dans une semaine. Et merci beaucoup à Mohamed et à Mamadou et aussi à Benito pour votre présentation. Et on va laisser le webinaire ouvert pour 5 minutes encore, pour vous pouvez écrire n'importe quelle question, commentaire vous avez.